Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a un temps prévu pour ça, a priori. Bonsoir, merci, c'était très intéressant. En fait, on s'est croisés il y a 20 ans en plus dans le métier sur Angers. D'accord. Et tu vas savoir dans quel domaine, parce que finalement, il y a quand même un progrès. Dommage que ton travail n'a pas été fait il y a 20 ans. Mais ce n'était pas la majorité des décideurs qui le souhaitaient. Mais pour information et pour illustrer un petit peu, il faut savoir que les premiers documents qui ont parlé de voie verte, la définition d'une voie verte, c'était une voie en fait pour les voitures avec un beau paysage. Quand tu parlais de la charte d'itinéraire qui a entraîné une monotonie, on est là par une vision en fait pendant des années par des ingénieurs un peu seuls qui font qu'aujourd'hui, bon, il y a quand même du progrès parce qu'on voit que le concept de voie verte, de Greenways, a quand même évolué vers le positif. Et donc, je vais rebondir sur ton souhait d'un futur un peu plus cohérent et pertinent. Et félicitations pour le travail. Merci. Alors, juste une anecdote en Loire-Atlantique, parce que c'est vrai qu'en début de carrière, j'ai été amené à travailler sur la déviation de Montoire de Bretagne, donc en bordure du Marais. Et donc, on avait eu la mission par le Conseil général. Et donc, je suis arrivé, j'ai regardé le paysage et j'ai dit, on va rien faire, on va pas planter, parce que le Marais de Brière, il n'y a rien, donc on plante rien, on fait rien. Et là, le gars du Conseil général, le technicien, il me dit, mais vous êtes complètement fou, pourquoi on vous paye en fait? J'ai dit, tant pis, moi je plante pas un arbre, parce que c'est une hérésie dans ce paysage. Donc voilà, on a argumenté longtemps, hein. Ça a duré longtemps au téléphone, j'ai eu pas mal de noms d'oiseaux, on m'a même traité de feignant, parce qu'effectivement un paysagiste qui plante pas d'arbres, il fait rien, quoi. Et finalement, il a rencontré, alors il n'était pas content, mais il a dit, bon, j'ai que ça, alors je proposais ça. Il a rencontré le PNR et ils ont dit, on ne sait pas s'il y aura une route, mais s'il y en a une, effectivement, ce sera comme ça. Alors, il est revenu, il était tout content, parce qu'il s'est dit, finalement, il n'est peut-être pas complètement idiot, ce paysagiste. Mais en tout cas, ils n'ont toujours pas la route. Hein, donc mais, parce que c'était effectivement aussi un peu idiot. Mais sur les voies, il faut savoir que aujourd'hui, si autrefois les villes se sont construites sur les fleuves et notamment sur la Loire, aujourd'hui les générateurs et les activateurs de paysages sont tous les moyens de transport en fait. Hein. Alors, c'est encore la voiture aujourd'hui, mais Dieu sait ce qu'on va inventer demain. Et moi j'ai compris ça très fortement justement quand j'ai travaillé sur l'Atlas de Guyane. Parce que je suis allé sur le Maroni, qui est la limite la frontière entre le Suriname et la Guyane. Et donc le Maroni, ça fonctionne encore comme la Loire il y a 200 ans en fait. C'est-à-dire que c'est un axe central et j'ai compris les paysages de Loire en Guyane en fait. Parce que du coup là, ils fonctionnaient encore. Donc c'est vrai que ça donne une autre lecture. Donc j'ai compris qu'on les avait mis à l'envers, tous nos paysages. Et puis l'autre élément, c'est qu'ils ont construit une extension de la route nationale 1 là-bas, parce qu'il y a la RN1 et la RN2, pas compliqué en Guyane. Et du coup, quand ils ont étendu, moi j'en avais dit dans l'Atlas, attention, parce que quand on fait une route, il y a tout l'habitat illicite qui arrive et il y a les réfugiés du Suriname qui viennent se greffer là-dessus parce que c'est accessible. Et donc du coup, dans l'étude d'impact, il y était une indigence folle, parce qu'en paysage, on traverse la forêt, on fait un trou, donc pas d'impact, parce qu'il n'y a pas de paysage, donc c'est facile. Et donc ils n'ont pas anticipé le fait qu'il allait se créer une bande de 2 à 3 km de part et d'autre de la voie par une installation de réfugiés de façon illicite en fait. Donc là, on avait un générateur de paysage qui est ultra puissant en Guyane, parce que du coup, comme on part du vierge et on arrive à l'aménager, c'est beaucoup plus flagrant. Aujourd'hui, ce qu'on fait en métropole, c'est aussi ça, en fait. Hein. On s'intéresse pas forcément, là, je suis pas sûr que dans l'étude d'impact d'Arton et de Chéméré, sur le contournement, on se soit posé les questions de l'urbanisme, en fait, parce que la question de l'urbanisme est toujours déconnectée de la question des grandes voies, en fait, ce qui est une hérésie, c'est-à-dire qu'on aborde les grandes voies dans le schéma urbain du bourg, mais on n'aborde pas un plan d'urbanisme à l'échelle de la voie de façon globale en étudiant les incidences sur les secteurs. Et donc ça, c'est un peu dommage, en fait. On prend la question un peu à l'envers, en fait. J'avais une question, c'était aujourd'hui, on voit apparaître de plus en plus la notion d'exploration et d'appropriation aussi à travers la particularité. C'est-à-dire que ça a commencé avec les reportages photos sur la notion de ruine, toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, on en arrive à avoir des témoignages comme ça de personnes qui vont explorer justement l'espace urbain ou rural et se l'approprient et en même temps trouvent ces particularités-là
mais qui sont déconnectés de toutes les communications, de tous les réseaux de communication dont vous parlez tout à l'heure, notamment les offices de tourisme et tout ça. Et je voulais savoir si vous les aviez intégrés, justement, ces personnes-là ou ces regards-là, justement, parce que ça permet également de conserver des espaces qui seraient éventuellement détruits si jamais on communique dessus. Alors, je vois à peu près ce que vous voulez dire. Effectivement, on n'a pas, dans l'Atlas, intégré tout ça, parce que c'est un travail assez colossal d'aller dénicher ça. Par contre, la sociologue, dans son boulot, a rencontré certaines personnes qui, du coup, par leur exploration, se sont senties intéressées, se sont emparées de la question et du coup sont venues aux entretiens sociaux qui étaient très ouverts, en fait. Et c'était assez riche. Alors on a eu notamment des écrivains, enfin un écrivain, on a eu un pilote de montgolfière, donc du coup en permanence en observation un peu spécifique du territoire. Et donc ça donne des témoignages qui sont effectivement très très riches. Et à l'échelle plus locale, dans les études aujourd'hui, on essaie par la concertation de faire entrer ces éléments-là. Alors après, concertation, c'est un peu tarte à la crème, hein, parce que des fois, on abat aussi des espèces de méthodes un peu bulldozer, où en fait, on s'en fout un peu de ce qu'on reçoit, parce que l'objectif, c'est de faire la concertation sans forcément de se soucier de l'impact que ça peut avoir sur le projet. Donc là, il faut un peu se méfier de ces outils. Mais c'est vrai qu'il y a des tranches de population qui sont assez difficiles à toucher. Une fois, on m'a posé la question, et alors les SDF, ils pensent quoi du paysage ? Effectivement, moi, j'en sais rien. Et je me suis jamais posé la question. Pourtant, c'est une question très intéressante, parce qu'ils sont en permanence dehors. Et puis, ce qui est intéressant dans les gens qui sont dans les couches sociales les moins favorisées, c'est qu'ils ont une vision, je dirais, plus directe en fait de l'espace en fait. Donc là, il y a des champs à explorer. C'est vrai que c'est pas simple de mettre en place une bonne recherche de ces éléments-là. Aujourd'hui, par exemple, sur les villes, moi j'essaie d'aller sur les sites d'Urbex, donc c'est Urban Exploration, où c'est des mouvements où il y a des gens comme ça qui sont avec une fibre artistique, qui vont prendre en photo des lieux industriels ou abandonnés, qui sont en général interdits, et qui donnent aussi une lecture un peu underground du paysage. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais c'est vrai que c'est sporadique. Et après, ce qui est compliqué aussi par rapport à ça, c'est que quand vous intervenez auprès d'un maître d'ouvrage, que vous faites une réponse à un cahier des charges qui est donné, déjà vous êtes un peu limité par le cahier des charges, qui, comme toute réponse, finalement est un copier-coller d'un autre cahier des charges, parce que souvent on nous reproche, quand on est paysagiste, de faire un peu des copier-coller d'une fois à l'autre. Les cahiers des charges, c'est un peu pareil aussi. Donc finalement, ça pousse pas à la créativité et ça pousse pas à aller chercher ces solutions-là. Et en tout cas, ces solutions-là sont pas rassurantes pour des élus, en fait. Et à juste titre, hein, parce que quand on leur dit qu'on va essayer de chercher ce type de personnes ou d'autres tranches de la population, on ne sait pas trop ce qui va arriver en fait. Et payer quelqu'un qui vous dit je vais chercher mais je ne sais pas ce qui va arriver, c'est pas rassurant quoi, en fait. Donc du coup c'est aussi de l'argent public dont les élus sont responsables et comptables. Donc derrière c'est assez complexe de faire avancer toute cette dimension un peu sociologique du paysage, mais qui est super intéressante en fait. Alors après, c'est pareil, c'est quelle est la représentativité de l'échantillonnage qu'on a fait. Ça, on n'a jamais d'absolu dans ce système. Par contre, ce qui est intéressant, et ce que m'a dit la sociologue, c'est que au bout d'un certain temps, c'est-à-dire passé les 200 personnes, il commençait à y avoir des redondances. Et donc en fait, on se rend compte qu'au bout d'un moment, on a à peu près fait le tour du discours global en fait. Et c'est pas forcément très haut, parce que vous voyez 200 personnes à l'échelle d'une région, c'est finalement pas un gros investissement et ça peut valoir le coup de le faire quoi, en fait. Plutôt que de passer 6 mois à 8 mois sur l'élaboration d'un cahier des charges et d'une équipe, ça peut peut-être être plus intéressant parce que des fois l'étude elle se fait plus vite que le cahier des charges et le choix de l'équipe. Ça peut être plus intéressant de repenser la temporalité du temps et de l'argent qu'on met dans les projets et de le mettre plutôt sur des choses qui vont avoir de la valeur ajoutée sur la réflexion qu'on pourra avoir sur l'espace derrière quoi, en fait. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais en tout cas, vous voyez, on tâtonne en fait. Donc, mais il ne faut pas avoir peur de le dire aussi en fait. C'est-à-dire que ce qui est important aussi, quand on fait une restitution de ce type-là,
c'est de se dire sur quoi on s'est appuyé en fait, et pas faire dire aussi à des personnes ce qu'ils n'ont jamais dit en fait. C'est-à-dire qu'on est sûr de ce qu'on a reçu de tel type de personnes, donc voilà, on recadre aussi comme ça. Juste un petit exemple, quand on a présenté l'approche sociologique en Sarthe, ça a été une réunion extrêmement compliquée en fait. Alors la sociologue avait invité tous les gens interviewés dans le cadre des entretiens sur le territoire à cette restitution-là, parce que légitimement c'était important que les gens aient le retour pour voir que ce qu'ils ont dit a été intégré ou non. Et en fait, il y avait une prédominance d'invitation des agents de l'État à cette réunion. Donc on avait en fond de salle les élus, et puis les agents de l'État qui étaient devant, et on s'est fait bombarder par les agents de l'État en fait. C'était très drôle parce que la sociologue a une stagiaire dans le fond de la salle, et les agents de l'État avaient des inquiétudes sur la fiabilité, la méthodologie, le côté réglementaire, comment on va utiliser ça, comment on peut suivre, parce que le subjectif, vous voyez que c'est complètement fluide, quoi, en fait. Donc c'est la partie objective des choses, c'est plus simple à transporter, à véhiculer, parce qu'on peut dire là, c'est un expert qui a dit ça, et ce chiffre-là, c'est celui-là et pas un autre. Donc ça, c'est facile à faire. Par contre, s'engager sur une perception, c'est beaucoup plus complexe. Ce qui était très drôle, c'est que, par exemple, la Sarthe n'apparaissait pas du tout en tant que paysage de rivière ou fluvial. Enfin, non, c'est pas un fleuve, c'est un paysage de rivière, dans le retour qu'on avait fait, en fait. Et les agents de l'État ont dit, c'est pas possible. Ben, c'est sûr, eux, ils avaient une batterie de réglementation et de lois qui géraient au quotidien, où ils étaient en permanence sur la question de la Sarthe. Sauf que finalement, c'est une rivière tellement discrète que pour beaucoup, elle n'existe pas ou de façon tellement intime qu'on n'en parle pas, en fait. Et donc ça, c'est un élément aussi assez marrant, c'est que finalement, les questions qui étaient posées d'angoisse de dire que dans la Sarthe, il n'y a pas la rivière Sarthe, et qu'on ne pouvait pas mettre un document d'État qui dise ça, les élus, eux, derrière, ils disaient bah, nous, on a ça au quotidien. C'est-à-dire ces décalages, on les sent et ça ne nous fait pas peur, quoi, en fait. Donc c'est ça aussi qui est assez marrant, en fait. C'est en fonction de la typologie des personnes, on a des perceptions radicalement différentes, quoi. Et donc ça peut amener des choses qui sont dans l'incompréhension totale, en fait. Bonsoir. Merci pour votre présentation. Et moi, j'ai une question pour rebondir un peu à ce que vous venez de dire sur la méthode et la stratégie que vous avez adoptée pour réaliser cet atlas, pour ce qui est arpenter, rencontrer et comprendre les paysages et les acteurs. Et donc, cette méthode que vous aviez imaginée au départ, et savoir si vous avez un autre atlas à refaire, quelles sont les choses que vous auriez faites différemment ou les ajustements par rapport à cette idée que vous aviez au départ pour faire ce travail. Alors, il faut savoir que la méthode qu'on a utilisée là, je ne l'ai pas inventée, hein, j'en ai pas la paternité. Je commence à bien la manipuler parce que j'ai fait 5 ou 6 atlas, donc du coup maintenant je sais à peu près de quoi je parle sur cette question-là. C'est une méthode qui a été refondue par l'État parce qu'il y a des chercheurs au CNRS qui ont travaillé sur cette question de qualification des paysages. Et donc, si vous allez sur le site du ministère, vous allez trouver une méthode qui a été refondue il y a 2 ans. En fait, j'ai participé au groupe de réflexion là-dessus, mais vous pourrez trouver tous les détails de cette méthode sur le site internet, directement accessible. Si j'avais à refaire, est-ce que je ferais différemment ? Je pense pas. Celui-là, je trouvais qu'on avait exploré plein de choses. Alors où j'ai eu de la difficulté, c'est sur cet atlas, c'est avec le maître d'ouvrage, parce que j'ai eu des moments de défaillance moi dans l'avancée de l'étude, ce qui a créé un moment de doute du maître d'ouvrage par rapport à ce qu'on était en capacité de produire. Du coup, ça a créé une espèce de tension entre nous qui a été très dure à gérer derrière, en fait, parce qu'il y avait de l'hyper-contrôle. Et du coup, moi, j'ai été frustré par rapport à cet atlas. C'est qu'on commençait à avoir... c'était la première fois que j'utilisais une sociologue avec une telle dimension, en fait. Et du coup, j'avais des choses qui étaient très riches,
mais qu'on n'a pas pu exploiter. Et on a exploité à peine le quart de ce qui a été fait, parce que du coup, j'ai pas réussi à avoir cette confiance avec le maître d'ouvrage sur cette question-là, quoi, en fait. Donc, du coup, ça a été assez problématique. Un atlas régional, j'en ferai plus jamais, parce que pour tout vous dire, j'ai fait un burn-out à la fin de celui-là. Ça m'a pompé mon énergie, alors à la fois par la masse de travail, mais aussi par rapport à la relation avec le maître d'ouvrage. Donc voilà, c'est un peu avec émotion que j'en parle aujourd'hui, parce que ça fait 2 ans et demi que je n'ai plus touché à ce truc-là. Et du coup, je suis content de le valoriser aujourd'hui, parce que c'était un mauvais souvenir pour moi. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est un outil quand même dont je pense qu'on peut être fier collectivement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur ce truc-là. Et j'espère que ça va être un outil qui va être très utilisé. Alors, je ne sais pas aujourd'hui les retours qu'il y a au niveau de l'Adréal sur l'utilisation de cet outil. Ce que je sais, c'est que celui que j'ai travaillé en Guyane sert aujourd'hui de référence au niveau des écoles, parce que c'est un des rares documents pédagogiques accessibles qui existent sur le plan un peu géographique sur la Guyane. Et donc le rectorat s'en est emparé, et du coup ça a super bien diffusé. Et du coup la culture paysage commence à se faire aujourd'hui par les enfants et par l'éducation. Sur les Hautes-Pyrénées, j'ai travaillé sur un atlas aussi. Ça fonctionne super bien, parce que là, on avait un travail du coup en pleine confiance avec la maîtrise d'ouvrage. Du coup, il y a un moment sur les 6 derniers mois de l'atlas, ils se sont complètement emparés de la matière, de l'outil. Et du coup, maintenant, c'est vraiment un outil qui pratique au quotidien. C'est-à-dire que chaque PLU, chaque SCOT aujourd'hui commence avec une journée service de l'État, CAUE et collectivité, où ils vont sur le terrain, ils reprennent les blocs diagrammes, ils reprennent les unités paysagères et ils rediscutent avec les élus. Et alors, je peux vous dire que ça détend, mais alors complètement les relations, quoi, parce que très souvent, on est sur du conflictuel entre ces interlocuteurs-là. Et quand on les met sur le site avec les planches, les machins, et qu'on discute sur le paysage, ça part l'aménagement du territoire, ça part l'identité, et du coup ça part dans le bon sens, en fait, simplement en mettant ce sujet-là sur la table. Et donc ça c'est vraiment intéressant, quoi, en fait, parce que le paysage n'est pas un thème consensuel, loin de là, mais c'est un thème où on peut se parler sans se taper dessus, quoi, en fait. Donc ça c'est pas mal. Et je peux vous dire, dans les Hautes-Pyrénées, j'ai eu des réunions à sueur froide, parce qu'à un moment il y en a un qui a parlé d'ours. Alors l'ours dans les Pyrénées, c'est voilà, quoi. Donc, et finalement, j'ai eu une réunion de 30 personnes où ça s'est bien passé, parce que chacun sentait qu'il avait le droit de parler de son paysage. Et c'était les règles que j'avais données aussi. Je dis, voilà, vous voyez que chacun a sa représentation du paysage. La sienne ne vaut pas plus que celle de l'autre, mais on a le droit d'en parler, en fait. Et de fait, quand on pose ça, chacun s'exprime librement, et derrière, on travaille là-dessus, en fait. Et moi, ça m'a beaucoup aidé, notamment cet atlas, avec le boulot que j'ai fait avec la sociologue. Ça m'a montré que, notamment l'étude sociologique, on peut l'utiliser pour, moi, changer de champ sémantique. Parce que vous voyez que je jargonne beaucoup, hein, je vous ai parlé de plein de trucs, des fois, c'est pas toujours très clair. Et du coup, le fait d'avoir travaillé avec la sociologue, on voit que sur certains territoires, on parle de choses d'une certaine façon et pas d'une autre. Et donc, du coup, ça change ma façon de travailler, en fait. Je m'adapte un peu plus facilement. Petit exemple, les Mauges, donc c'est le territoire de bocage sud-ouest du département de Maine-et-Loire, donc entre Cholet et Nantes, grosso modo, une fois quitté la vigne. Il faut savoir que là-bas, le bocage, globalement tout le paysage, c'est une entrée travail, en fait. La valeur travail est extrêmement forte dans les Mauges. C'est lié à l'histoire, en fait. Après, les guerres de Vendée, machin. Enfin bref, culturellement, le travail, c'est fort. Donc en fait, un beau paysage, c'est un paysage travaillé. Donc plus il y a de boulot dans un jardin, c'est-à-dire si vous voyez un jardin dans les Mauges, il n'y a pas un brin d'herbe, c'est aligné, c'est au cordeau, c'est rangé. Et ça, c'est en réaction finalement à ces gens qui étaient ouvriers, paysans ouvriers, qui avaient la saleté de l'usine finalement au quotidien et qui voulaient retrouver chez eux une espèce de paradis naturel ordonné, quoi, en fait. Et donc derrière, il faut lire le bocage en mode travail, en fait. Et il ne faut pas parler d'économie de façon négative, parce que l'économie, c'est l'endroit où s'exprime le travail. Donc derrière, il faut parler travail en permanence, en fait. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir une entrée espace naturel, machin, parce que espace naturel, sous-entendu, c'est on fout rien et on glande. Et ça, c'est juste pas possible, en fait. Donc du coup, vous voyez qu'il faut avoir une entrée différente, en fait. Et donc du coup, pas parler le même langage. On parle la même chose, mais on parle pas le même langage, en fait. Et donc ça, du coup, ça m'a beaucoup bouleversé, en fait.
autre petit exemple, je suis un vrai bavard, je suis désolé, après j'arrête, mais quand je suis allé en Guyane pour l'Atlas, je me suis retrouvé au fin fond du Maroni. Et déjà, je parlais avec des gens qui ne parlaient pas ma langue, c'est-à-dire que voilà, j'avais des noirs marrons, des anciens esclaves qui étaient partis et qui s'étaient affranchis eux-mêmes, entre guillemets. Et du coup, j'ai demandé dans leur langue, le taki-taki, comment on disait paysage. Alors déjà, ils m'ont dit, bah, ça n'existe pas. Bon, d'accord. Alors, du coup, j'aurais dit, bah, qu'est-ce que vous aimez dans l'endroit où vous habitez? Qu'est-ce qui est fort pour vous? Bah, les oiseaux. D'accord. Donc, enfin voilà, moi, ça s'écroulait dans ma tête. C'est-à-dire que voilà, j'avais mes représentations mentales de métropolitain, voilà, bon, j'ai déjà fait des atlas, j'ai fait des études de paysage, donc je sais de quoi je parle. J'étais pas en début de carrière, et puis finalement tout s'est écroulé en fait en Guyane, un peu au contact de ces gens-là. Alors ce qui était très drôle, par contre, c'est quand on a commencé à parler, ils m'ont dit, bah, quand vous allez retourner à Cayenne, sur le littoral, vous leur dites bien qu'on n'est pas de la forêt, on est du fleuve. Et c'est vrai que les gens du littoral pensaient que comme ils étaient au fin fond de la Guyane, ils étaient dans la forêt en fait. Sauf que quand on vit le fleuve, c'est une évidence en fait. Ils sont du fleuve et ils vont dans la forêt que par nécessité. Parce que très petits, on leur dit, il y a une légende, c'est la légende du Maskilili. C'est un petit monstre qui a les pieds à l'envers, parce que comme ça on ne peut pas le suivre. On suit des traces, mais dans le mauvais sens. Et le Maskilili, il enlève les enfants en fait. Donc du coup, ça interdit aux enfants d'aller dans la forêt. Et je l'ai constaté, c'est-à-dire que on est allé dans un village, on voulait changer de quartier, et donc le petit garçon qui nous guidait, il nous a dit, bah, on passe pas par là parce qu'il y a le Maskilili. Bon, bah ok, on fait le tour. Et en fait, après, quand on a questionné, on s'est rendu compte que c'était le bois sacré, en fait. Alors pour un Européen, ça ressemblait à une friche, en fait. Sauf que c'était un bois sacré. Donc, vous voyez qu'on change de repère, et du coup, moi, ça m'a appris à m'ouvrir un peu plus à ce que les gens se représentent, en fait. Et ça, on l'écoute pas assez, en fait, malheureusement. Parce qu'on n'a pas le temps, pas les moyens, ou parce qu'on n'est simplement pas ouvert soi-même, quoi, en fait. Donc voilà. Merci beaucoup.